Ce soir, une mère a perdu sa fille dans un accident de la route. Elle témoigne de la douleur, mais aussi de toutes les répercussions qu'elle a vécues. Et un policier, lui, c'est sa propre fille qu'il avait perdue aux mains des gangs de rue. Il prend la parole pour raconter, mais aussi pour faire de la prévention. Un des pires drames qu'on puisse imaginer, c'est de perdre son enfant. C'est comme si on n'était pas programmé génétiquement pour vivre ça. On est là pour mettre des enfants au monde, pour les élever, pour les aider à ce qu'ils prennent leur essor. Et c'est sûr que quand la vie vient leur couper leurs ailes, c'est très bouleversant pour les parents et pour toute la famille. C'est ce qu'a vécu ma prochaine invitée, Mme Guylaine Perron, qui publie un livre qui s'intitule « Transcender l'inévitable ». C'est aux éditions Bleu Azur. Et elle écrit ce livre-là parce qu'elle a tiré des leçons de ce deuil-là. Elle veut partager donc ce qu'elle a appris, si tant est qu'on puisse apprendre des choses en vivant de telles expériences. Quand sa fille est décédée d'un accident d'auto alors qu'elle avait 18 ans. Donc, on va aller rejoindre Mme Perron qui est dans nos studios au Saguenay. Bonsoir, Mme Perron. Bonsoir. Alors, vous avez écrit ce livre-là. C'était thérapeutique. C'est pourquoi l'écrire? L'écrire, c'était pour me libérer d'une grande souffrance. Ah ouais? En décembre 2013, c'était le 3e Noël que je passais sans elle. Puis, comme les autres dates, d'année en année, c'était de moins pire la souffrance. Tandis que le temps des fêtes, là, c'était de pire en pire. Fait qu'en décembre 2013, j'ai décidé d'écrire pour me libérer de cette souffrance-là. Et vous la ressentez encore, hein? Oui, elle est encore là, oui, c'est sûr qu'elle est là. Et je le comprends parce que je viens de lire votre livre. Et oui. J'ai des enfants, puis j'en ai une à peu près de l'âge de votre fille, là. Et c'est difficile de pas se visualiser dans ces circonstances-là pour dire, écoute, c'est assez effroyable. Je sais que ce sera peut-être un peu pénible pour vous de le raconter, mais il faut quand même le faire. Racontez-nous comment ça s'est passé. C'est un accident, vous étiez au travail. Racontez-nous les circonstances. Moi, je travaille dans une urgence à la baie. Puis, ça s'est passé vers 15 heures. Elle était partie de Chicoutimi. Elle revenait à la maison. Puis c'est dans le secteur de La Terrière. La chaussée était très glissante cette journée-là. Les derniers jours avaient été très mauvais. Il y avait eu une tempête de neige. Puis, elle a perdu le contrôle de son véhicule. Puis, il y a une voiture de police qui la suivait en arrière. Mm-hmm. Puis, elle a perdu le contrôle, puis elle s'est retrouvée sur la voie inverse. Puis, c'est un pick-up dans une zone de 90 km/h qui l'a heurté du côté passager, puis qui l'a coincé dans un fossé, puis est décédé sur le coup. Et vous êtes au travail. Dans le livre, vous écrivez que vous êtes inquiète parce que vous sentez que ces conditions météo-là peuvent être dangereuses. Vous savez qu'elle est en auto. Vous l'appelez, puis vous dites fais attention, ça risque d'être glissant. Et vous n'avez pas de nouvelles d'elle pendant un petit bout de temps. Et là, vous avez une prémonition. Là. Vous dites, oh, il y a peut-être quelque chose qui ne marche pas. Oui, c'est ça. Je préparais le souper, puis là, je me disais d'un coup qu'elle est mal prise, puis qu'elle a eu un accident, puis on n'est pas là pour l'aider. Puis pour se rendre chez moi, il y a 2 routes. Il y a la route 170, puis le boulevard Saint-Jean-Baptiste. Fait que, j'ai voulu prendre l'auto puis aller voir, mais quel côté qu'elle avait pris, je ne savais pas. Donc, j'étais dans l'attente. Puis, elle revenait de chez mon frère, fait que j'ai eu l'idée, vers 4h30, d'appeler mon frère. Sauf qu'il est handicapé, fait que pour lui, c'est plus difficile de se déplacer. Fait que j'ai appelé à 3 reprises. Puis, à la 3e reprise, il m'a répondu. Puis, là, je lui ai demandé à quelle heure que Jessica était partie. Puis là, il me dit qu'elle est partie vers 2h30, 3h moins quart. Fait que là, il était rendu 4h30. Je dis, oh, ça fait presque 2 heures. Normalement, le parcours, c'est 20 minutes. Puis je me dis, dans des conditions comme ça, une demi-heure, c'est correct. Mais là, presque 2 heures, là l'inquiétude avait monté d'un cran. On le sent dans le livre, vous avez une boule qui s'installe jusqu'au moment où les policiers vont cogner à votre porte et vous disent, votre fille, nous, on n'était pas là, mais on nous dit qu'elle est peut-être entre la vie et la mort à l'hôpital. Oui. Alors là, c'est la panique qui s'installe. Vous devez vous rendre à l'hôpital. Et comment ça se passe à l'hôpital? À l'hôpital, on nous amène dans le salon des familles. Puis moi, je suis infirmière, fait que je sais qu'est-ce que ça veut dire. Fait que je savais qu'en face, il y avait la salle de traumatologie. Fait que je savais qu'elle était là. Puis en plus, en étant infirmière, puis pas pouvoir rien faire pour ma fille, on se sent vraiment inutile. Fait que là, ça a été l'attente. Ça a été quand même une bonne heure d'attente avant que le médecin vienne nous parler.
Quand le médecin est venu, il nous a appris que notre fille avait eu un accident de voiture, puis c'était comme le pire accident qui pouvait arriver, que c'est rare que le monde s'en sorte. Puis, il nous a dit qu'il avait passé au TACO. Puis, au TACO, la moelle épinière était complètement sectionnée. Ça veut dire qu'elle avait eu le cou cassé. Puis que la médecine ne pouvait rien faire dans de tels cas. Fait que déjà, là, ça s'affiche. Ensuite, je suis allée... Il nous a dit qu'elle avait les 2 bras et les 2 jambes fracturées, la mâchoire fracturée, qu'elle avait une température corporelle à 31 degrés, avait un œdème cérébral. Fait que tout ça, ça augurait pas tellement bien, là. Puis, vu que je savais que la moelle épinière sectionnée, il y avait des bonnes chances qu'on s'en allait vers des dons d'organes, que c'était le décès. Et vous l'avez compris assez rapidement. Ils l'ont comme pas dit carrément parce que vous êtes infirmière et là, vous avez comme allumé, là, vous avez dit, OK, c'est comme ça que ça va se passer. Et on sent dans le livre, vous êtes vraiment subjugué par une vague d'émotions. Votre mari est là et vraiment, c'est la panique là, qui s'installe. Oui, oui, oui. C'est vraiment la panique, là. J'avais l'impression d'être comme dans un trou noir, là, puis que le monde là, venait de s'écrouler. Tu sais, ma petite famille que j'avais bâtie pendant 18 ans avec elle, puis ça allait bien, que là, c'était terminé, puis je savais que je ne pourrais même pas lui faire mes adieux de vive voix, là. Ça, c'est assez difficile à accepter. Et donc, il y a comme un flottement quand même. C'est une victime d'accident de la route. On la maintient en vie pendant un bout de temps. Il faut se faire à l'idée qu'elle va partir, qu'on va la débrancher. Il y a le don d'organes. Vous acceptez le don d'organes. Vous êtes infirmière. Elle avait déjà parlé de ça antérieurement, elle? Oui, un jour, elle est arrivée pendant un souper. Puis là, elle nous avait raconté qu'à l'école, il avait parlé des dons d'organes. Puis il avait mentionné qu'il ne fallait pas seulement signer notre carte derrière, il fallait en parler à la famille pour donner l'autorisation. Fait que nous, on avait discuté, puis moi, j'étais déjà pour les dons d'organes. Donc, quand c'était le temps de prendre la décision, on était déjà d'accord pour faire le don d'organes. Sauf que ce que vous racontez dans le livre, c'est ce qui est intéressant. On sent votre vision des choses dans le livre. Habituellement, les gens qui viennent me parler de don d'organes, ça fait quelques années, et ils se disent, bon, voici, c'est important de donner les organes, etc. Et on vit difficilement, c'est difficile de comprendre ce qu'ils peuvent avoir vécu, alors que dans votre livre, c'est assez évident. Vous décrivez ce que c'est que de rentrer dans la chambre puis de voir que son enfant est pratiquement mort et de devoir lui faire ses adieux alors qu'on va lui pratiquer une opération pour aller chercher les organes, mais que l'enfant est pratiquement mort. C'est déchirant dans le livre, de cette scène-là. Là. Oui, c'est très déchirant, mais moi, c'est mon but, c'était que les gens qui lisent mon livre font comme vivre qu'est-ce que moi j'ai vécu pour qu'ils comprennent qu'est-ce qu'on vit, puis que la peine qu'on ressent. Pour ça, c'est quand même long de se libérer de notre peine, parce que c'est vraiment profond, là. Et donc, vous dites, à partir de ce moment-là, on va débrancher, l'enfant meurt, et il y a comme un morceau de nous qui est arraché, littéralement, et vous tombez dans un trou noir, là, très rapidement. Là. Oui. Oui, parce que c'est ça, c'est tout notre monde qui s'effondre, là. Tout était... Moi, j'avais comme basé toute ma vie alentour de ma fille. C'était de la rendre autonome pour sa vie future. Puis là, tout d'un coup, là, tous nos repères sont tombés. Là. Il n'y a plus rien qui nous rattache. On arrive à la maison, puis on fait notre routine. Mais la routine, c'est plus notre routine. Là. On est toujours dans... comment je pourrais dire ça, là? Vous êtes bouleversé constamment, c'est ça? Oui, c'est ça, oui, c'est ça. Mais avant cet après-là, il y a les funérailles. Et ça a été très pénible parce que, dans le fond, une jeune personne a plein d'amis. Et le directeur des pompes funèbres vous avait avisé, il va y avoir du monde parce qu'une jeune fille de 18 ans, il y a plein de gens. Il y a de ses confrères et consoeurs du Cégep d'Alma, parce qu'il y a des étudiants en musique au Cégep d'Alma qui sont rendus chez vous. Et il y a plein de témoignages de jeunes. Et ça aussi, ça vous fait du bien, mais en même temps, ça vous déchire. Là. Oui, c'est sûr, parce que d'être en contact avec les jeunes, j'avais comme l'impression d'être encore en contact avec ma fille. Fait que ça me bouleversait. En même temps que j'étais contente parce que ma fille, elle aimait beaucoup son milieu. Le département de musique, elle disait que c'était comme sa deuxième famille. Puis ceux-là qui sont venus puis qui ont témoigné
sais, j'ai vu le lien qu'il y avait entre eux autres, parce qu'eux autres aussi étaient très perturbés par la mort de ma fille. Et ce moment ultime où là, c'est juste avant l'incinération, vous dites, là c'est fini, là, votre monde bascule. Et là, il y aura un après ce moment-là. Et on le sent à partir de ce moment-là. Là. Oui. C'est sûr qu'après, c'est ça. Il faut reconstruire notre vie. On n'a pas le choix. Faut avancer. Même si elle n'est plus là, nous, on vit encore, on est encore là. Donc, il y a plein de changements qui vont se faire. Comme à un moment donné, je parle de quand j'ai changé sa chambre, il y a des choses qui sont difficiles à faire, mais il faut les faire. Tu sais, de défaire le lit juste parce que le cerveau, là, il continue toujours à vouloir continuer ce qu'on avait déjà prévu avec ma fille. Mais Parce là, que vous pleurez tout le temps. Là. Et c'est ça qui est intéressant dans le livre, parce qu'on a comme oublié la notion du deuil dans nos sociétés. Ouais. Et il y a deux écoles, vous le spécifiez, à l'école de ceux qui pensent qu'il faut retourner très vite au travail pour se changer les idées, puis ceux qui disent, bon, il faut prendre le deuil comme il vient, c'est-à-dire absorber ses émotions, puis pour les assimiler comme il faut. Et vous allez voir un médecin, puis le médecin vous dit... tu recommences à travailler, tu es capable. Ça faisait quoi, 2 mois? Là, 2 mois, oui. 2 mois le décès. Et vous n'êtes pas capable d'aller travailler, là? Non, parce qu'à ce moment-là, il faut savoir que les 2 premiers mois, on est toujours dans le deuil. Là, c'est la paperasse. On est dans la paperasse, ça nous fait que on est toujours dans notre deuil. Puis là, moi, j'étais infirmière, en plus en urgence, j'avais pas de concentration. Pour vous donner un exemple, mettons qu'on était à la table, mon mari me disait « Ah, amène-moi le ciel ». Juste de me lever puis d'aller chercher le ciel, je me rappelais déjà même plus qu'est-ce qu'il m'avait demandé. Fait que la concentration n'était pas là. Fait que travailler dans une urgence, ça prend une concentration. Puis là, le médecin me retourne sur le marché du travail parce que je ne voulais pas prendre d'antidépresseurs. Donc, vu que je ne voulais pas être soignée, il me dit « Bon, on va te retourner travailler ». Mais c'était pas le temps parce que j'avais pas la concentration. Là, on va faire une pause et on va expliquer comment vous êtes retourné au travail. Justement, c'était pas évident parce que le médecin dit « Tu veux pas d'antidépresseur, tu n'es pas malade, donc tu vas travailler. Mais ça n'a pas été si facile que ça. On en parle dans 3 minutes. Oui. À tout de suite. Avec moi, Mme Guylaine Perron qui a écrit Transcender l'inévitable. C'est publié aux éditions Bleu Azur. Alors, avant la pause, vous vous remettez du décès de votre fille. On sent que vous avez perdu tous vos repères, vous n'avez plus d'énergie. Vous avez même, à un moment donné, un début de maladie. Ils pensent que vous êtes enceinte. Ils pensent que vous faites une embolie pulmonaire. Ils font toutes sortes de tests, puis ils se rendent compte que c'est pas ça. Vous avez trop de peine. Vous avez une douleur constante et c'est de la peine. C'est ça? Oui, c'est ça. Quand j'ai retourné au travail, puis la deuxième journée, après le 2 mois que le médecin m'a retourné au travail, la veille, j'ai comme eu un petit moment de panique. Puis j'ai tellement pleuré, puis j'avais tellement mal dans les poumons. Quand je suis retournée le lendemain pour travailler, là, on me retirait. J'ai rencontré un autre médecin, on m'a retiré du travail. Puis à ce moment-là, j'avais comme une douleur. Puis la douleur, elle persistait. Puis là, je suis retournée voir le médecin. À l'urgence, voir le médecin. Puis, c'est là qu'on m'a passé un test, une scintigraphie pulmonaire. Puis, ils ont découvert que j'avais embolie pulmonaire. Et vous êtes rendu malade par la peine? Oui, bien, ils ont fait plein de tests, plein d'examens, puis j'avais absolument rien. Fait qu'ils en ont conclu que... Ils pensaient d'abord que vous étiez enceinte. Après ça, ils ont pensé que c'était une embolie, puis ils ont fait de plus en plus de tests. Ils ont dit, bien alors rien. Et ils se sont rendus compte que c'était de la peine. La peine qui vous déchirait le corps. C'est ça, oui. Alors, donc, vous tentez de vous remettre de ça. Vous l'avez dit, vous avez changé de médecin, puis le médecin a finalement accepté que vous puissiez ne pas entrer au travail tout de suite. Vous parlez des effets que tout ça a sur, d'abord, le couple. Parlez-moi du couple. Vous dites, à un moment donné, on s'est senti comme en fusion au moment où on vit le pire, le pire du pire, l'atroce pendant les jours où ça arrive. Vous êtes senti fusionnel avec votre mari. Et comment ça se passe après? Après, bien, c'est sûr qu'il faut gérer le deuil. Chacun le gère à sa façon. Les hommes, les femmes, on ne gère pas ça de la même manière. Donc, moi, c'est sûr que je pleurais plus que mon conjoint. Puis quand on a eu le temps de donner ces choses, ces objets qu'elle avait,
on s'était fait, pour se respecter chacun dans nos différences, on s'était fait comme une boîte. Puis la boîte, bien, quand moi, j'étais prête à me détacher d'un objet qu'elle avait, je le mettais dedans. Fait que lui, il savait que c'était pour que moi, j'étais prête à m'en défaire. Fait que lui, après ça, il allait voir dans la boîte, voir si lui aussi était prêt. S'il était prêt, on le donnait à quelqu'un d'autre. Puis s'il n'était pas prêt, bien, on le gardait. Fait que ça, dans le fond, ça se fait dans le respect. Puis je sais qu'il aimait autant ma fille que moi, même s'il ne vivait pas de la même façon. C'est sûr que moi, je m'en étais occupée depuis qu'elle était toute petite. Fait que le lien était très serré entre... Parce que le danger dans un couple, c'est qu'il y en a un qui fait des reproches à l'autre. Tu as moins de peine que moi ou j'ai plus de peine que toi. Tu sais, vous n'êtes pas embarqué là-dedans? Non, moi, je ne suis pas embarquée là-dedans parce que je savais qu'il aimait sa fille autant que moi puis que ça faisait autant de peine, mais lui le vivait de sa façon à lui. Un des moments difficiles aussi, déchirants, c'est que vous devez aller chercher ces choses. Vous l'avez dit, bon, se débarrasser d'un certain nombre d'objets, c'est déjà déchirant. Mais elle étudiait, on l'a dit tantôt, au cégep d'allemand en musique. Et vous devez aller au cégep pour vider son casier, vider son appartement où elle était. Là. Et ça, c'est pesant, c'est difficile. Oui, c'est difficile parce que le parcours qu'on faisait de la baie aller jusqu'à Alma, au début, elle n'avait pas de voiture, fait que c'est moi qui le faisais avec elle. Fait déjà, juste le parcours, là, j'avais plein de souvenirs. C'est ça, le cerveau nous ramène toujours plein de souvenirs. Puis là, rendu au cégep, là, c'était... Là, il fallait que j'ouvre le casier. Là, c'était de trouver son casier, puis quand je l'ai ouvert, j'avais comme l'impression de violer son intimité. À quelque part, là, c'était ça. Puis quand on est allé à la maison de chambre où elle demeurait, là, c'est sûr qu'il y a tellement de souvenirs qui étaient rattachés à elle par rapport à ce lieu-là. Puis là, je me disais, c'est pas croyable que c'est la dernière fois que je viens ici, puis je ramasse ces choses parce qu'elle n'est plus là. Ça brasse en dedans. Ça brasse, ça, c'est vraiment intense. Et donc, vous reprenez tranquillement, pas vite, vous retournez chez vous, vous décidez un jour de repeindre la chambre. Et ça, c'est fondamental. Hein. Le lien du parent avec la chambre, c'est extraordinairement important. Et vous dites que ça vous a fait du bien en bout de course. Vous avez hésité avant de le faire, de dire, OK, on rénove, là, on change, parce qu'il y en a qui peuvent, pendant des années, fermer la porte et dire, on ne touche plus à rien. Et ça vous a pris du temps, mais vous dites que ça fait du bien. Oui. Parce qu'à un moment donné, il faut avancer. Puis, à toutes les fois que je rentrais dans la chambre de Jessica, c'est encore les souvenirs, c'est toujours les souvenirs. Puis, de savoir que là, les souvenirs, là, c'était terminé, que je ne pourrais plus en faire d'autres avec elle, ça, là, c'est vraiment difficile à vivre. Fait que de changer sa chambre, une fois que ça a été terminé, ça a été difficile. Là. J'ai pleuré, chaque coup de rouleau, je pleurais. Puis, de l'avoir changé, après, ça... Quand je rentrais dans la chambre, le cerveau ne faisait plus d'association avec ma fille. Donc, c'était beaucoup plus léger quand j'entrais dans sa chambre. À long terme, c'était très bénéfique. Il y a aussi, vous le soulignez à plusieurs reprises, d'ailleurs, je pense qu'à partir de ce moment-là, vous décidez de commencer à écrire les Noëls. Et c'est sûr qu'un Noël pour un parent, bien, tous les souvenirs sont concentrés sur l'enfant. C'est une fête d'enfants, puis on a passé notre vie à leur faire des cadeaux, puis à planifier ça. C'est toujours pour les enfants. Et là, il y a ce grand vide pour le premier Noël. Et les Noëls subséquents aussi, vous dites, c'est toujours là. Comment vous avez vécu ça? Bien, le premier Noël, on nous avait suggéré de ne pas faire ça chez nous, d'aller à l'extérieur dans un autre environnement, puis de ne pas sortir les décorations de Noël habituelles. Fait qu'on s'est acheté un petit arbre de Noël, puis une petite tête de Père Noël. C'était toute simple. Puis, pour le deuxième Noël, bien là, j'ai refait les décorations habituelles. Puis là, c'est sûr qu'en ouvrant une boîte, j'ai redécouvert une carte qu'elle avait faite, puis une petite boule de Noël qu'elle avait faite en rigatoni. C'est sûr que j'ai eu beaucoup d'émotions. Là, j'ai pleuré. Puis ça a été le deuxième Noël. Le troisième Noël, bien là, c'est là que nous autres, au milieu hospitalier, on a toujours un Noël sur 2. Puis ce Noël-là, j'étais en congé, puis j'avais 4 jours de congé. Mm-hmm. Mais c'était tellement douloureux que j'aurais voulu, pendant peut-être 15 jours, là, j'aurais voulu me renfermer, être toute seule, puis ne rien voir de Noël, tellement que c'était souffrant.
Même 3 ans après, là. Même 3 ans après. Puis c'est ça, le Noël, c'était toujours de pire en pire. Ah oui? Fait que là, j'ai dit, là, attends, là, j'ai dit, wow, ça marche pas, là. J'ai dit, là, soit que je m'en vais vers une dépression ou que je m'en sorte. Fait que ce que j'ai découvert, je me suis mis à écrire. J'ai écrit comment je me ressentais. Puis le lendemain, ouf, je me suis sentie plus légère, puis c'était beaucoup mieux. Fait que j'ai continué encore. Puis c'est là que... Puis quelques mois plus tard, j'ai décidé de... J'ai dit, ah, si je recommençais du début du décès, puis je réécrivais tout, étape par étape, comment j'ai vécu ça. Je pensais que ça allait être facile. Mais ça a été très difficile. Ça m'a pris 3 ans à écrire le livre, tellement que c'était difficile. Parce que des fois, j'étais 1 mois sans y toucher, je n'étais plus capable. Vous pleuriez souvent en écrivant? Oui. Oui, parce que je me remettais dans la situation, puis c'est comme si je revivais tout ce que c'est qui s'était passé. J'essaie de me souvenir du plus possible de ce qui s'était passé. Puis c'était souffrant. Il y avait encore des émotions qui étaient refoulées très loin. Oui, parce que souvent, on peut s'attacher à une pièce de vêtement ou n'importe quoi, Oui. et vous le dites souvent dans le livre, des petites choses qui vont vous provoquer des souvenirs qui reviennent. Vous avez aussi fait appel à des groupes d'entraide. Et ça, Oui. ça peut aider, peu importe la situation qu'on vit dans la vie, de parler à des gens qui vivent la même chose que nous. Et oui, il y a eu ce groupe d'entraide-là, où il y avait des gens qui avaient perdu leurs enfants aussi. Racontez-moi là, ce que ça a fait dans votre vie, là. Le groupe que j'avais, c'était plus un groupe, c'était un petit peu mélangé. C'était pas juste du monde qui avait perdu des enfants. Puis dans ce groupe-là, on avait, ça s'appelait l'atelier Le Retour, puis on avait des mandalas qu'il fallait colorier. Puis il y en avait un, entre autres, puis un mandala, c'est comme thérapeutique un peu. Puis il y en avait un qui c'était un cœur brisé. Puis il fallait le colorier. Puis à toutes les fois que j'arrivais pour le colorier, j'étais pas capable, je pleurais, je me disais, mon, c'est quoi? Ça, c'est arrivé un petit peu après décembre 2013. Fait que là, à un moment donné, j'ai dit, bon, il faut que j'aille voir c'est quoi qu'il y a derrière tout ça. Fait qu'en me posant des questions, c'est sûr c'était le manque de ma fille qui était le principal. Puis là, à un moment donné, c'est quoi qui me manquait? Ce qui me manquait, c'est de la coacher, d'être avec elle, puis de la suivre dans son évolution. De l'aider comme mère, là, tu sais. Oui, de l'aider comme mère. Puis c'est là que j'ai allumé que c'était mon rôle de mère que je n'avais pas accepté. C'est ce qui me faisait Parce que vous souffrir. n'aviez pas d'autres enfants, vous, c'est un enfant unique. Non. Donc, Oui. vous étiez mère, vous définissiez Oui. comme une mère, et tout d'un coup, vous n'êtes plus mère. Vous n'êtes plus mère. Tu sais, il n'y a plus rien, là. Tout est... Fait que c'est... Puis quand j'ai découvert que c'était mon rôle de mère, bien, tout d'un coup, c'est physique. On dirait qu'on le sent, on se sent plus légère. Puis là, j'ai pu colorier mon décès. Puis là, puis de l'autre côté, on écrivait un petit peu qu'est-ce que ça représentait. Puis c'était ça que j'ai écrit. Fait que c'est, Donc, on le sent dans le livre, c'est les prises de conscience. Chaque Ouais. prise de conscience fait vivre une émotion. Dites-moi, qu'est-ce qui a été le plus difficile dans tout ce parcours-là là, que vous résumez dans le livre? Par rapport au livre, Non, par rapport à votre vie à vous, là, vous l'avez résumé dans le livre, là, il y a plein d'éléments là, qui, moi, m'ont marqué. Là, mais vous, qu'est-ce qui vous a marqué le plus en vivant tout ça? ce qui m'a marqué le plus, c'est voir la solidarité des gens alentour de moi. Ça m'a beaucoup Ah ouais. marqué. En plus, c'est de plus vivre d'expérience avec elle. Ça, c'est sûr que c'était très souffrant, puisqu'on a tendance à la voir dans le futur. Tu sais, c'est des choses on vit des choses avec de l'amitié. On va, mettons, en voyage, mais là, je fais des voyages avec d'autres, mais j'en ferai plus avec elle. Ça, c'était quand même assez souffrant. Mais ça, c'est des choses c'est de l'imaginaire. Il ne faut pas trop entrer là-dedans. Ça, c'est des choses que j'essaie de ne pas trop penser. Les aspirations qu'on a pour nos enfants. C'est-à-dire, Ouais, moi, c'est j'aurais ça. aimé ça, être là avec elle, ou j'aurais aimé ça... Faire d'autres voyages avec ça. elle, Ou puis être grand-mère fait dans de la votre musique. cas, là. C'est ça, oui. Et puis, elle faisait beaucoup de musique, elle étudiait en musique. Et... Ouais. D'ailleurs, Ouais. aux obsèques, vous dites, il y a eu de la musique, c'était touchant. Et elle avait fait un CD aussi, parce qu'elle était étudiante, Ouais. et les finissants Oui. avaient fait un CD. Donc, c'est tout un parcours que vous résumez dans Transcender l'inévitable de Guylaine Perron, c'est aux éditions Bleu Azur. Merci beaucoup d'avoir partagé ces instants-là. Vous l'avez fait pour que ça vous fasse du bien, et je suis persuadé que ça a fait du bien aux autres également de l'avoir écrit puis de m'en avoir parlé. Merci beaucoup. Bien, merci à vous. Bye-bye.